Enseignement 0. Onjikuden. En japonais sur le bouddhisme leçon 22. La méthode de l'homo bodhisattva. Ukare Bodek vertueux. Conversion à la Soka Gakkai. Foi. Pratique. Étude de mot est un mot latin qui signifie homme. Bodhisattva est la forme latinisée de bodhisattva. La méthode de l'homo bodhisattva est donc la méthode du bodhisattva, de la bodhisattva. Cette méthode s'analyse en conversion à la Soka Gakkai. Foi. Pratique. Étude. La conversion à la Soka Gakkai. Le premier paramita à la Soka Gakkai, organisation en charge du mouvement universel de Kosen Rufu, est le premier paradigme ou méthode ou paramita du sanskrit, ce qui permet d'aller au-delà de l'illusion ou tout simplement là que la pratique bouddhique commence. De cette méthode ou carré bouddhique vertueux, dans le Gozo, et généralement dans les enseignements bouddhiques, la foi est présentée en tant que le premier paramita dans le parcours vers la sagesse bouddhique, sinon très souvent du moins toujours le cadre dans lequel cette foi doit prospérer et être occultée. Je me dis que cela est sous-entendu. Il est implicite dans la mesure où quelle que soit la bonne volonté, la détermination d'une personne, par exemple d'un sportif, s'il évolue dans un mauvais environnement, absence de suivi diététique, d'encadrement technique, de management, jamais il ne performera. Il en va pareillement du bouddhiste. Si un bouddhiste ou un adepte du dharma de l'ainsi venu pratique un mauvais enseignement, quel que soit le degré de leur foi, jamais ils ne deviendront des bouddhas. En cette ère dite troublée de Mapo, la Soka Gakkai est la seule religion qui magnifie le sutra du lotus. Par conséquent, il ne peut y avoir de bodhité hors de la Soka Gakkai. Voilà pourquoi la conversion à la Soka Gakkai est le premier des 4 paradigmes ou paramita qui composent la méthode de l'homo bodhisattva au carré bouddhique vertueux, la foi. Le deuxième paradigme s'agissant de la foi. Écoutons le Daisanin nous instruire. La croyance est en elle-même l'illumination pour le Dhyasana. La croyance ou foi est en elle-même l'illumination. La foi, c'est la croyance dans le sutra du lotus. Croire que Nam-myo Renge-kyo matérialisé par le Go-Onzen des 3 grandes lois ésotériques, tous les 3 protégés, et propagés par la Soka Gakkai elle-même partie intégrante des 3 grandes lois ésotériques, et des 3 trésors du bouddhisme, nous ouvre une qualité de vie meilleure, qui mène à la bodhité. In le Daimoku du Sutra du Lotus dans le Daimoku du Sutra du Lotus Kokyo Daimoku Sho, Nichiren Daisanin écrit. Et on lit dans le Sutra du Nirvana professé dans le bosque Sala, dans les derniers jours de sa vie, bien qu'il y a d'innombrables pratiques qui mènent à l'illumination. Si l'on enseigne la foi, elle induit toutes ces pratiques. Ainsi sinon la foi est l'exigence fondamentale pour entrer sur la voie du Bouddha parmi les 52 étapes de la pratique de Bodhisattva. Les 10 premières en rapport avec la foi sont essentielles, et la première de ces 10 étapes consiste à s'éveiller à une foi pure. In le Kaimoku Sho dans le Kaimoku Sho, le traité qui ouvre les yeux, le Daisanin écrit. Moi et mes disciples, nous sommes en proie à toutes sortes de difficultés, mais si nos cœurs ne connaissent pas de doute, nous atteindrons la bodhité. Ne doutez pas simplement, parce que le ciel ne nous accorde pas sa production. Ne vous découragez pas, parce que vous ne goûtez pas une existence facile et paisible en cette vie. C'est ce que j'ai enseigné matin et soir à mes disciples et pourtant, ils commencent à douter et abandonnent leur foi. C'est le propre des insensés que d'oublier les promesses faites lorsque vient le moment crucial. La pratique, la 3e condition de la bodhité. La pratique bouddhique n'a pas toujours été uniforme. Au fil des siècles, elle a varié. La pratique de l'Irpreshabo. Une pratique d'aristocrate, du grec Aristotle. Les meilleurs la pratique de l'Irpreshabo. Période avant l'avènement du Bouddha, présentait 3 caractéristiques. Une pratique élitiste et solitaire avant l'avènement du Bouddha. La pratique bouddhique était élitiste, parce que réservée à un petit groupe, presque exclusivement des hommes. La pratique bouddhique était ainsi une pratique solitaire. Les pratiquants, des moines fuyaient la société, s'isolaient dans leur quête de spiritualité. Une pratique austère. La pratique d'austérité, c'est-à-dire les souffrances que des pratiquants s'infligent, était le principal signe distinctif du bouddhisme. Exemple, Furgen se brûlait les coudes, ces Sentochi vivaient dans les montagnes de l'Himalaya, et se nourrissaient de racines et de baies. Une pratique s'étendant sur plusieurs existences, le Bouddha Shakyamuni n'était pas encore venu en ce monde, le Sutra du Lotus n'ayant pas encore été enseigné, l'atteinte de la bodhité s'étendait sur plusieurs existences. La pratique de l'air chaud. La pratique de l'air chaud, véritable pratique sociale, présentait 2 traits définitoires. Une pratique non élitiste et inclusive s'agissant de ses enseignements, le Bouddha décida que la vérité se situait au milieu, la voie médiane. Au plan structurel, il créa une nouvelle forme d'organisation sociale. Le Sangha. Une communauté regroupant moines, nonnes, laïcs, hommes, femmes. Une pratique non austère. La pratique bouddhique était une pratique qui excluait toute souffrance infligée à son propre corps. Les laïcs exerçaient normalement leurs activités. Moines et nonnes étaient en contact avec la société.
De prime abord, il ne s'isolait pas. La méditation était le principal trait définitoire de la pratique. La méditation, samadhi, en sanskrit, qui était précédée d'une certaine éthique obéissant à une certaine technique. La pratique daisonique en ces terres dites troubles et appelée Mapo, Nichiren Daisanin, au XIIIe siècle, instaura une nouvelle méthode de pratique bouddhique. Cette typologie de pratique bouddhique fut réaffirmée par Nichiren Shonin, au XVIIIe siècle. L'essence de la pratique daisonique consécutivement à l'invocation, le 28 avril 1253 de Nam-myoho Renge-kyo, et à la transcription, le 12 octobre 1279 du Daigo Onzon, le Daisanin instaura, pour 10 000 ans et plus, une nouvelle pratique bouddhique appelée Gonjyo, pratique assidue, en japonais. La pratique daisonique consiste en la récitation des 2 chapitres du Sutra du Lotus, à savoir les chapitres 2, Oben, moyens opportuns et 16, Juryot, durée de la vie du Bouddha Shakyamuni précédé et suivi de Daimoku. Cela devant le Gohonzon. La confirmation de Nichiren Shonin, le 26e administrateur de la Nichiren Shozu, le plus érudit, au XVIIIe siècle confirma les prescriptions daisoniques analysées en Gonjyo stricto sensu et invocation de Daimoku. Gonjyo, la pratique stricto sensu, au sens strict Gonjyo, pratique assidue, en japonais est une pratique, matin et soir, consistant en la lecture des chapitres Oben, 2e, et de Juryot, 16e du Sutra du Lotus face au Gohonzon assorti d'une récitation de Nam-myoho Renge-kyo, l'invocation de Daimoku, la pratique lato sensu, sens large. Cette variété de pratique consiste à réciter Nam-myoho Renge-kyo en dehors de la récitation des chapitres Oben et de Juryot devant le Gohonzon, pourvu que ce ne soit pas à l'occasion de la commission de mauvais actes. L'étude. La 4e méthode par ordre d'importance, l'étude vient en 4e position. L'étude se définit en tant qu'une activité cognitive au bout de laquelle se trouve la connaissance. Pour atteindre la bodhéité, il ne faut pas se contenter seulement de l'aspect bouddhique de l'étude, autrement dit des textes et sutras bouddhiques. Il faut aussi étudier les choses profanes. L'étude bouddhique est l'étude des textes, traités bouddhiques et sutras. Cette étude porte principalement sur le Sutra du Lotus et le Gozo sans exclure les autres écrits bouddhiques. Les choses profanes constituent en elles même le bouddhisme dixit le Daisanin in la Gozo. C'est dire que, en réalité, toute étude relève du bouddhisme. L'intérêt de l'étude bouddhique sans étude, il ne peut y avoir de bodhéité. Cela est d'autant plus vrai qu'il ne pourrait y avoir de Bouddha, qui ne saurait pas, qui a loué véritablement, le caractère sui generis de sa nature. L'atteinte de la bodhéité ne peut être envisagée sans étude, dans la mesure où le bodhisattva et la bodhisattva ignorant tout du principe, bono saku bodhei, où nos désirs mènent à l'illumination. Les souffrances de la naissance et de la mort sont le nirvana. Autrement dit, l'atteinte de la bodhéité est un parcours du combattant. Seuls les plus courageux obtiendront le Graal bodhéique. Atteinte de la bodhéité. À la moindre difficulté feront éteindre, abandon de la pratique bouddhique, en japonais. Par ailleurs, pourrait-il y avoir un Bouddha ou une Bouddha qui vivrait dans un monde dont il ou elle ignorerait tout, où les problèmes essentiels qui dominent, réchauffement climatique, terrorisme, pandémie, absence de démocratie, terrorisme, non-respect des droits de l'homme, famine, guerre. Que nenni. D'ailleurs, comment pourrait-il ou elle guider, s'il ou elle ignore tout de leurs problèmes? C'est dire le caractère important de l'étude en bouddhisme. Après avoir ingéré cette capsule didactique, il vous sera loisible d'approfondir vos connaissances sur cette thématique en vous référant à mes sutras, écrits d'un Bouddha, en sanskrit, où elle est longuement développée. Ces sutras sont disponibles, en français, version originale, en anglais et en allemand en livre broché, et en e-book Kindle sur tous les sites de vente Amazon. S'agissant des liens Amazon KDP de mes sutras, priez à vous référer à mes profils TikTok ou Facebook ou encore à la leçon 11 de mes enseignements. Toutes mes vidéos sont compilées sur mes 3 chaînes YouTube. Kosen Rufu TV, English Kosen Rufu TV et Kosen Rufu Vile. Pour les liens de ces chaînes, voir ma bio, ou allez sur Google et tapez l'intitulé de la chaîne de votre choix dans la barre de recherche.